on est conscient là, que il y a des citoyens qui vont être très, très déçus. Le briefing de CSIS m'a conformé ce que je soupçonnais depuis longtemps. C'est un geste qui va droit au cœur, à la lumière de ce qu'on a vécu. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout semble être brisé. On est pleinement conscient du défi qu'il faut reconnecter avec l'ensemble des Québécois. La SAQ nous a dit « Nous sommes prêts ». On les a laissés aller. C'est inacceptable et honteux que des générations de jeunes ont été exposés à ce type d'abus-là. Ils sont surveillés, admirés, critiqués, détestés aussi parfois. Une chose est sûre, nos politiciennes et nos politiciens laissent rarement indifférents. Lesquels ont droit aux félicitations cette année, lesquels canalisent les déceptions. L'heure est au bilan. Ça, c'est la section où d'habitude, on commence par les bons côtés, on met les mauvais commentaires dans le milieu, puis on finit sur une bonne note. Alors, le politicien qui a plus brillé, on se disait entre Ottawa, Québec ou les deux, Chantal? Et j'en ai pris deux. Au Québec, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui prend le dossier au sérieux et qui parle des vraies affaires. Et on verra à terme où ça va mener, mais c'est un dossier extraordinairement important pour le Québec. Et qui avait vraiment besoin de quelqu'un qui voulait en faire quelque chose, et je crois que c'est le cas. Et ça donne une conversation sur des bases beaucoup plus factuelles que celle qu'avait animée M. Legault depuis quelques années. Et au niveau fédéral, écoutez, j'ai choisi le chef conservateur sortant, Erin O'Toole, qui donne des leçons de c'est quoi être un chef qui veut être premier ministre à son successeur depuis déjà plusieurs semaines. M. O'Toole qui quitte la politique à la fin de la session. Donc, il y aura une élection complémentaire en Ontario dans sa circonscription, mais qui est celui qui a certainement présenter le meilleur argumentaire sur le dossier de l'ingérence chinoise, et pas parce qu'il était un voisin de chalet ou que David Johnston faisait partie de la Fondation Trudeau, mais parce qu'il était le chef du parti qui a été ciblé aux dernières élections et qui pouvait parler d'expérience sur la foi, en plus de ce que lui avaient dit les services de sécurité. Le CRS, oui. Donc, il est possible de s'informer des faits auprès du CRS et d'en parler après de façon intelligente aux communes, un exercice auquel se refuse totalement Pierre Poilievre qui dit, à tort, ça voudrait dire que j'aurais plus le droit de rien dire. Bien, en tout cas, j'attends encore que le CRS mette M. O'Toole dans une petite cellule, parce qu'il a fait un discours, grâce aux privilèges parlementaires, entre autres, qui articulait de façon totalement raisonnable les raisons pour lesquelles ceux qui veulent une enquête publique peuvent avoir raison d'en vouloir une. C'est vrai que c'était vraiment... C'était magistral. C'était un excellent discours qu'il a prononcé. C'était un discours de quelqu'un qui pourrait être premier ministre. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est plus lui qui est à la tête. Il ne sera plus là à la fin du mois de juin. Des fois, je me demande des députés qui se sont dit en secret, on va montrer la porte à... S'ils avaient pu montrer la porte à Stephen Harper en 2004, quand il a perdu les élections, est-ce qu'ils auraient été au pouvoir en 2006? La question se pose. Alec? J'ai choisi à Ottawa la ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge, qui est quand même une nouvelle élue. Hein? C'est pas quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il a failli pas être élu, ça a passé. Il a failli pas être élu. Puis généralement, quand on arrive au cabinet par la porte des sports, on entend peu parler de cet élu-là. Et là, elle est sous les feux de la rampe depuis des mois avec toutes les inconduites sexuellement psychologiques qu'il y a eu dans le sport d'élite au pays. Il y a eu Hockey Canada, bien sûr, très médiatisé, les ligues de hockey junior majeur un peu partout. Mais il y a aussi la boxe, la natation, à peu près tous les sports y ont passé, le bobsleigh. Il y a des problèmes d'harcèlement dans le sport d'élite et elle a décidé de s'en occuper avec les faibles leviers qu'elle a, parce que ces fédérations sportives-là ne relèvent pas du gouvernement. Elle a un peu de financement dans certains cas, mais elle a quand même transformé la manière dont les conseils d'administration vont être nommés plus indépendants, plus rigoureux, moins de conflits d'intérêts. Elle a retiré le financement lorsque c'était le temps. Je trouve qu'elle travaille bien pour un dossier qui est quand même assez imposant et qu'elle ne s'attendait certainement pas à devoir gérer. Comme quoi, être présidente de notre syndicat, c'est une bonne façon la CSN à l'époque. C'est une bonne façon de se préparer. Alors, Pascale Saint-Onge est très bonne. Et à Québec, dans une session où beaucoup de ministres ont eu de la difficulté, là, Bernard Drinville, Simon Jolin Barrette, Éric Kerr et autres, je trouve que Geneviève Guilbeault s'en est assez bien sortie. D'abord, elle a ramassé tout ce qui allait pas bien à la Société d'assurance automobile du Québec. Et Dieu sait qu'il y en avait des choses qui allaient pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est réglé. D'ailleurs, c'est encore difficile. Mais au moins, il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Et on a dégommé le PDG au bon moment pour donner une leçon que, oui, il allait avoir de l'imputabilité lorsqu'il y avait des cafouillages informatiques comme ça. Et sur le troisième lien,
elle faisait un peu pitié seule en conférence de presse à expliquer pourquoi on changeait de position. Ce ballon-là toute seule. Alors que le premier ministre, lui, n'était pas à ses côtés. Il aurait dû être là puis assumer la volte-face. Il ne l'a pas fait. Elle était tout seul. Elle a reçu toutes les critiques des députés et des maires et des préfets de la Rive-Sud de Québec. Mais en même temps, il fallait que quelqu'un la prenne, la décision, parce que dans l'état actuel des choses, c'était la bonne décision à prendre. Puis elle a eu au moins le courage de la prendre, alors que c'était pas facile. Donc je trouve que Geneviève Guilbeault s'en est bien tirée cette session-ci. Bon choix, effectivement, Michel. Je l'ai fait par rapport à mes attentes. Et dans le cas d'Ottawa, mes attentes étaient très faibles. Je parle du couple Trudeau-Singh. Je pensais jamais que ça allait marcher, moi, cette affaire. Non. Okay. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Mais reste que, bon, il y a des bavures, il y a des moments comme l'enquête sur l'ingérence étrangère où ils sont pas d'accord. Et il reste que ça fonctionne et que ça fait fonctionner le Parlement. Ouais. Et c'est ça qui est important. On était dans une situation de gouvernement minoritaire où le Parlement aurait facilement pu bloquer. Et je suis agréablement surpris de voir que ça fonctionne. À Québec, c'est vraiment l'inverse. Je vais dire, les gens qui m'ont le plus impressionné depuis le début de la session, donc depuis l'élection, à toutes fins utiles, c'est 3 chefs d'opposition. Même M. Tanguay, qui est un chef intérimaire et qui, en même temps, est candidat ou n'est pas candidat. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est compliqué. S'en tire plutôt bien. Il faut dire que le gouvernement les aide. C'est comme ça que ça se passe dans un Parlement. Maillon faible. Alec, je vais commencer avec vous. Qui est votre maillon faible? Chrystia Freeland, la vice-première ministre canadienne et ministre des Finances, que j'ai déjà mis perdu son sous-ministre des Finances. Oui, Michael Sebia qui vient de quitter. Mais je l'ai déjà mis dans la catégorie des ministres qui brillent le plus. Mais là, je trouve que depuis plusieurs mois, ce n'est pas le cas. Sans dire qu'elle tire son gouvernement vers le bas, elle a un effet neutre sur son gouvernement. Et ça devrait être l'inverse, parce qu'on est en période d'incertitude économique, période de forte inflation, et on n'a pas l'impression que le travail de ministre des Finances l'intéresse. On l'entend peu, ou quand elle communique visiblement pas de la bonne manière. Il y a eu des déclarations sur le fait que si les gens abandonnaient leur abonnement à Disney+, ils allaient être capables de s'en sortir. C'était peut-être pas la déclaration du siècle, mais c'est un budget qu'elle a déposé en plus qui est assez sans saveur, qui n'était pas particulièrement inspiré ou inspirant. Et donc, on a l'impression qu'elle a soit la tête ailleurs, peut-être qu'elle a la tête à l'international et le goût de retourner sur la scène internationale. Je ne le sais pas. Plein de rumeurs l'envoient à l'OTAN, entre autres. Mais je peux pas dire que quand je regarde Justin Trudeau, il y a avec lui un ou une ministre des Finances forte, comme ça a été le cas dans des précédents gouvernements. Et je pense que ça lui nuit. Il n'a pas avec lui de crédibilité économique. Chrystia Freeland ne joue pas ce rôle-là. Je trouve donc qu'elle est le maillon faible du gouvernement Trudeau. Michel? Pierre Poilievre, qui est le maillon faible du Parlement actuellement. Okay. On a besoin d'un chef de l'opposition qui harcèle le gouvernement sur les bons dossiers et qui fait avancer le débat. Là, on a l'impression d'avoir, appelé ça soit un tireur de roche, soit un poseur de bombes, mais je vais faire un filibuster contre le budget. Tout ce qui était exagéré devient insignifiant. C'était M. Parizeau qui répétait ça souvent. Je trouve que M. Poilievre ferait beaucoup trop souvent dans l'exagération et que ça ne l'aide ni lui et ça n'aide pas le Parlement non plus. Et il a les deux rôles. Il a le rôle de s'opposer, mais aussi le rôle de faire marcher le Parlement. Oui. Chantal? J'ai choisi la garde rapprochée de Justin Trudeau, qui semble gérer, parce que c'est très centralisé. Le pouvoir à Ottawa, on ne se le cachera pas, avant de blâmer un ministre ou un autre, y compris la ministre des Finances, d'ailleurs. Il faut regarder quand le gouvernement est brouillon et désordonné, et il l'a été et il continue à l'être. Il faut regarder la garde rapprochée de Justin Trudeau. Oui. Et dans le moment, l'impression qu'on a, c'est qu'ayant fait cette entente avec M. Singh, on se dit, bon, de toute façon, on aura toujours le temps de préparer les élections. Ça va, oui. Oui, il ne se passe rien. Regardez ailleurs. D'ailleurs, sur l'ingérence chinoise, c'est un peu ça qui s'est passé. Hein? Les gens ne s'en préoccupent pas, puis ça va passer, c'est comme le reste. Il y a un moment donné, après X années au pouvoir, où on commence à plus se rendre compte de la déconnexion qui s'accumule entre la garde rapprochée d'un premier ministre et sa gestion des crises, et l'électorat et la réalité sur le terrain. Puis on est un peu là-dedans. Et je crois que M. Trudeau, qui a une zone de confort avec son personnel, donc qui change rarement son personnel, aurait eu avantage, il est pas mal trop tard, à faire une injection de 109. Est-ce qu'on a déjà vu un chef de cabinet durer 8 ans? Non.
Auprès d'un premier ministre du Canada. C'est tellement long que Telford est là depuis tellement longtemps. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Durer l'entièreté, non, c'est pas arrivé. Brian Mulroney a changé 2-3 fois au moins. Jean Chrétien aussi. C'est normal, à un moment donné, tu as besoin d'oxygène, de nouveaux sang. Oui, puis c'est des jobs qui usent. Et à un moment donné, on finit par plus voir ou plus entendre parce qu'on en a tellement vu et tellement entendu qu'on n'est plus là-dedans. Manque de réflexe. Comme c'est elle qui surveille le bureau du premier ministre, qui est son chien de garde, ça empêche aussi beaucoup de choses de se rendre jusqu'à Justin Trudeau. Jusqu'à M. Trudeau, effectivement. C'est pas la première fois qu'on l'entend, cette critique-là, mais elle semble pas percoler chez M. Trudeau. Prix Citron, Michel, je commence avec vous. Oh, j'avais beaucoup de choix. Je vais le donner à Bernard Drinville. Oui, c'est ça, pour les larmes d'un peu de crocodile sur le troisième lien, mais aussi pour être un ministre de l'Éducation qui s'en prend et est toujours en guerre avec quelqu'un. Quand c'est pas les syndicats d'enseignants, c'est les directions d'école. Toute cette réforme qu'il est en train de faire de l'éducation, plutôt, fait toujours le même pattern que dans la CAQ, c'est-à-dire on enlève les contre-pouvoirs, on ramène tout au ministre. Je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de fonctionner. De façon générale, c'est pas quelqu'un qui semble vouloir s'entendre avec son milieu, c'est quelqu'un qui semble vouloir le diriger de haut. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Chantal? Peut-être des points communs entre Bernard Drinville et Pierre Poilievre, parce que quand on écoute les qualificatifs, on se rend compte que ça m'avait jamais frappé, là, mais j'ai choisi les partis libéraux de l'Ontario et du Québec, les deux, qui ont l'air de tourner en rond dans les deux cas, qui se retrouvent un peu dans les limbes et qui n'ont pas l'air de savoir trop à quoi ils sont censés servir. En Ontario, le NPD est en train de les manger tout rond, comme dans d'autres provinces d'ailleurs. Puis au Québec, je regardais leur première vraie rencontre après la défaite électorale, puis je me disais, mon Dieu, c'est pas là qu'on a brassé de l'idée. Au contraire, il faut pas faire de vagues, donc on brasse pas d'idées. Donc on brasse pas d'idées. Et je trouve que c'est un peu pathétique pour des partis qui ont eu un historique, une histoire et des contributions importantes à la société québécoise ou ontarienne, puis là, ils seraient pas là, on s'en apercevra pas. Le parti n'est pas perdu. Il fut une époque pas si lointaine où on disait ça des libéraux fédéraux, que ça allait pas bien. Puis finalement, mais il n'y a pas de quelqu'un qui s'appelle Lesage qui va se présenter pour diriger les libéraux du Québec demain matin. OK. Bonne comparaison, effectivement. Alec? Moi, j'ai choisi Éric Kerr pour des raisons assez évidentes. Session difficile pour Éric de Kerr. l'œuvre. Ça a été difficile parce qu'à cause du troisième lien, de cette déclaration passée sur le fait qu'il mettait son siège en jeu sur cette... Puis là, après ça, ravaler ces paroles-là, ça devient difficile. Mais aussi sur le fait que dans tout le fiasco informatique à la SAC, alors que tu es le ministre de la Transition numérique, tu dis c'est pas de ma faute, je m'en occupais pas, c'est quelqu'un d'autre. Geneviève Guilbeault aussi s'en occupait pas. Puis elle a quand même commencé par dire on a une responsabilité là-dedans, on va corriger la situation. Lui a commencé par dire s'il vous plaît, regardez ailleurs, c'est pas de ma faute. Ça faisait pas particulièrement bonne impression, mettons-le. Je ne sais pas s'il va se remettre de cette session-là ou si au prochain remaniement. Il est chanceux qu'en fait, François Legault n'aime pas les remaniements. Il bouge peu son équipe parce qu'il est un bon candidat à quitter son poste de Conseil des ministres. Bon, on finit sur une bonne note, révélation de l'année. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais Chantal, je vais vous entendre. Votre révélation? Je pense qu'il faut parler de l'atterrissage de Paul Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale. C'est vraiment... pas autant pour son insuccès électoral, qui est réel, là, le PQ, grande défaite, mais pour une façon différente d'articuler le discours politique et d'en parler, qui, je crois, est rafraîchissante et fait avancer les débats. Peut-être pas la souveraineté autant qu'il veut le croire, mais certainement qu'il joue un rôle utile. Et c'est intéressant parce que pendant longtemps, on se disait, le chef du Bloc, avec le succès du Bloc, qui a beaucoup plus de sièges, c'est comme la personnalité souverainiste la plus importante. Puis au Conseil national du Bloc, qui on a invité pour faire rejaillir un petit peu de l'éclat, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, il y a un an, on n'aurait pas dit ça. Non, effectivement. Il n'aurait pas été invité il y a un an, probablement. Pas comme tête d'affiche comme ça.
probablement. Pour servir les cupcakes. Oui. Michel? J'ai choisi Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, pour la dignité qu'elle a incarnée tout au long du procès et des choses qui se sont passées de façon afférente à ça, mais aussi comme représentante de toute la génération de nouveaux maires qu'on a au Québec, qui, là, on le voit pendant les feux de forêt, mais qu'on a vu dans toutes sortes de dossiers être très présents sur les questions d'environnement, sur les questions de changement climatique, de qualité de vie. Il y a quelque chose qui se passe là, actuellement, au Québec, qui est intéressant, et ça se passe beaucoup plus souvent dans les mairies que dans les assemblées nationales. Effectivement. Alec? Christine Fréchette, ministre de l'Immigration. Chantal en a déjà parlé tout à l'heure. J'ajouterais juste que c'était la première fois depuis très longtemps qu'on sentait que quelqu'un avait le goût de parler d'immigration pour les solutions que ça peut apporter au Québec et non pas seulement pour les menaces aux Français, aux valeurs, à la paix sociale. Les étrangers travaillent pas assez ou ont pas un assez gros salaire. Là, on avait des solutions à apporter, une réforme de programme cohérente. Il faut l'appliquer, ce sera pas simple. Mais là, on sentait qu'on a pour une fois une ministre qui a envie que ça marche. Puis ça, c'est déjà bien. Effectivement. C'est vrai qu'elle s'en est bien sortie, Mme Fréchette, jusqu'ici. Pour une néophyte, elle aussi, elle vient juste d'arriver. Effectivement. Alors, ça, c'était évidemment un regard sur les 6 premiers mois, les événements, les acteurs. Là, après la pause, on va se tourner vers la prochaine session. Il va se passer des choses, Québec, Ottawa, au sud de la frontière aussi. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller plus attentivement? Quelques pistes de solutions après la pause.